Quelle est selon vous la date la plus importante de l'histoire moderne? Certains diraient que c'est le jour où mon pays a obtenu son indépendance. Ou certaines personnes pourraient dire par exemple l'alunissage, ou peut-être qu'elles prendront la voie sentimentale et diront que c'était le jour de leur mariage, ou le jour où leur enfant est né, youpi, ou le jour où elles ont enfin rencontré Bob Saget. Peu importe, chacun son truc. Mais certaines personnes dans le monde académique pourraient dire que c'était l'année 1453. Pourquoi cette année est-elle si importante? Eh bien, voyez les choses ainsi. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine documentée, la plupart du monde ne connaissait que 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Mais l'année 1453 a été un tournant. Pourquoi? Parce que c'est l'année où une petite ville appelée Constantinople est tombée aux mains de l'Empire ottoman. Maintenant, pourquoi cela était-il si important? Parce que lorsque cela s'est produit, toute l'Europe a été soit coupée, soit lourdement taxée pour le commerce avec l'Est. Donc à partir de ce moment-là, l'Europe a été pratiquement forcée de prendre la route occidentale, ce qui a ainsi commencé l'ère des grandes explorations. Avant ce moment, rares étaient ceux ayant traversé l'Atlantique pour explorer de nouvelles terres, seuls les Vikings l'ayant fait avant le XVe siècle. 500 ans plus tôt, ils avaient navigué jusqu'aux côtes de l'Islande, du Groenland et jusqu'à Vinland, aujourd'hui Terre-Neuve au Canada. Ils ont documenté des rencontres avec le peuple d'Orset du Groenland antérieur aux Inuits. Ce n'étaient pas les Inuits, il y a une différence. Christophe Colomb n'a pas été le premier Européen à documenter des contacts avec les peuples de l'hémisphère occidental. Ce furent les Vikings. De toute façon, les expéditions vikings ont été ignorées pendant 500 ans car personne ne s'intéressait aux régions arctiques glacées. Le fait est que les expéditions du XVe siècle ont en grande partie fait découvrir le Nouveau Monde aux peuples de l'Ancien Monde. Quelques décennies plus tard, ce type, Francisco Pizarro, devient la première personne à avoir documenté quelque chose d'extraordinaire à l'extrême ouest de l'Amérique du Sud. Un empire entier, fonctionnel et avancé, qui avait un mode de fonctionnement complètement différent de tous les types d'empires connus dans l'Ancien Monde, sans rien de comparable à tout ce que l'on connaissait auparavant dans toute l'histoire de l'Ancien Monde. Et tout cela a été réalisé sans une seule roue, sans bête de somme, ni même une langue écrite. C'était l'Empire Inca, et c'était la force la plus puissante que le continent ait jamais connue, bien avant que des pays comme le Pérou ou le Brésil ne soient jamais établis. Parlons un peu de géographie. Salut les fans de géographie, je suis votre hôte Barbie, et comme dans la chanson Conjunction Junction, What's Your Function, qu'est-ce qu'on a là? Voici une tasse Geography Now, et l'un des nouveaux t-shirts Geography Now que vous pouvez obtenir. Il est temps d'apprendre la géographie maintenant. J'aime le vert. Le vert, c'est ma couleur préférée. Si vous voulez des produits dérivés de Geography Now, vous pouvez en trouver sur geographynow.com. Allez voir le site web. On a des t-shirts, on a des sacs à cordon, on a des mugs, on a plein de trucs. Allez voir, prenez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez avec les produits. Et aussi, je voulais juste dire que je suis super excité. Cette vidéo est sponsorisée, j'adore être sponsorisé. Donc cela étant dit, je veux juste adresser un énorme merci à notre sponsor du jour, Surfshark. Merci. Si vous souhaitez voyager dans les Andes pour voir certains sites emblématiques de l'Empire Inca ou d'autres destinations mondiales, un VPN pourrait être nécessaire pour vos appareils. Vous voyez, Internet fonctionne différemment selon l'endroit où vous trouvez dans le monde. Certains sites web sont bloqués, certains services ne sont pas disponibles, certains prix varient selon l'emplacement de votre adresse IP lors de vos achats. Surfshark chiffre vos données en ligne grâce à plus de 4500 serveurs répartis sur 140 emplacements, vous permettant de masquer votre adresse IP et de vous protéger des pirates et logiciels malveillants sans stocker vos données. Il dispose également de sa propre fonctionnalité de blocage des publicités qui bloque les pubs, les trackers et les pop-up pour éviter d'être envahi de spam. Et cela fonctionne sur un nombre illimité d'appareils. Ils offrent une garantie de remboursement de 30 jours. Et si vous pensez que Surfshark vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, surfshark.com/geonow et utilisez le code GEONOW pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark. Assurez-vous d'être furtif comme un requin lorsque vous surfez sur le web. Surfshark, encore une fois, le code est GEONOW. Merci Surfshark. Retour à la vidéo. Ce monde a beaucoup de problèmes. Et si vous regardez autour du monde, vous remarquerez qu'historiquement, beaucoup de peuples dans différentes régions du monde ont trouvé différentes façons de résoudre ces problèmes. Par exemple, pour la conservation des aliments, de nombreux peuples en Europe préféraient soit fumer, soit saler leurs aliments, tandis que beaucoup de peuples en Asie ou en Asie de l'Est ont choisi de fermenter ou de sécher leurs aliments. En Chine, ils ont trouvé un moyen de fabriquer de la glace en mélangeant du salpêtre ou du nitrate
nitrate de potassium dans de l'eau, ce qui provoquait une réaction endothermique, gelant l'extérieur d'un récipient intérieur placé dans l'eau pour créer de la glace. En Perse antique, ils ont créé le yakshagil, de grands dômes en cône, utilisant isolation thermique et convection naturelle pour stocker et produire de la glace grâce au vent nocturne gelant des bassins peu profonds. Les deux méthodes marchaient, mais différaient. C'était donc choquant lorsque des étrangers sont arrivés et ont découvert un empire entier de près de 2 millions de kilomètres carrés, avec environ 12 millions d'habitants qui fonctionnaient avec des méthodes complètement différentes et inconnues pour résoudre les mêmes problèmes qu'ils avaient chez eux. Maintenant, si vous demandez aux gens dans le monde entier à quoi ils pensent lorsque vous dites Empire Inca, que répondent-ils? Beaucoup d'entre eux penseront probablement au film Disney Cusco, l'empereur mégalo, qui d'ailleurs avait été à l'origine conçu comme un grand film épique, dramatique et musical avec une tonalité sérieuse. Après des projections tests ratées, ils ont laissé tomber l'idée initiale pour en faire une comédie de copains devenue un film culte. Je m'égare un peu. Le point, c'est le décor de régions montagneuses escarpées avec des habitations en pierre, de l'or, de la laine d'alpadia, des ponchos et des lamas. Ça semble être le thème récurrent des images qui viennent à l'esprit quand on parle de l'Empire Inca, non? Beaucoup de gens semblent attribuer tout l'Empire Inca uniquement au Pérou, mais ce n'est pas le cas. L'Empire Inca s'étendait depuis le sud de la Colombie jusqu'au centre du Chili, incluant même des parties de ce qui est aujourd'hui l'Argentine. La majeure partie de l'Empire était protégée par les montagnes des Andes, incroyablement escarpées, ce qui faisait que la nature était en quelque sorte leur forteresse. Alors, comment ont-ils fonctionné et construit toute une civilisation différemment de la plupart des empires de l'Est? D'abord, parlons de la communication. L'Empire Inca avait ainsi conquis et intégré divers groupes ethno-linguistiques qui lui versaient un tribut. Cependant, la langue véhiculaire qu'ils utilisaient était une forme ancienne du quechua ou quichua. Des maîtres impériaux, appelés amotas, étaient envoyés dans les régions conquises pour imposer et enseigner le quechua aux populations locales. Et les Incas, ils ont conquis beaucoup de peuples et ils avaient beaucoup d'ennemis, notamment les Chancas. En fait, on dit que la défaite du peuple Chanca est à peu près ce qui a véritablement lancé tout l'Empire Inca à partir du royaume de Pachacuti à Cusco. Après cela, Pachacuti, il s'est déchaîné et a tout conquis. À partir de là, ils sont allés plus au sud et ils ont conquis les royaumes du peuple Aymara, près de ce qui est aujourd'hui le lac Titicaca. Le peuple Cañari en Équateur et les artisans Chimú sur la côte comptaient parmi les plus farouches opposants aux Incas. À l'arrivée des Espagnols, les Cañari furent parmi les premiers à s'allier avec eux contre les Incas, illustrant la folie de la situation. Bref, le fait est qu'après avoir conquis tous ces peuples et territoires, ils ont évidemment dû mettre en place une sorte de structure civile. Premièrement, ils ont construit le Capac Ñan, un vaste réseau routier reliant tous les grands centres de l'Empire Inca, encore visible aujourd'hui. C'est en gros une route pavée qui va partout, même jusque dans les montagnes et dans les vallées. On peut encore la trouver aujourd'hui. Ensuite, ils ont dû établir un moyen de faire passer des messages. Qu'ont-ils fait? Ils ont créé le système des chasquis. Les chasquis étaient en gros des messagers relais. Ils couraient sur une courte distance et remettaient ce qu'ils transportaient ou l'information au chasqui suivant dans un tambo, maison de repos où ils se reposaient et trouvaient de la nourriture ou des provisions. Cela continuait jour et nuit, comme une course de relais ininterrompue. On dit qu'un membre de la famille royale de l'Empire Inca pouvait commander un poisson de l'océan et le recevoir en 24 à 48 heures. Les chasquis montaient en altitude, profitant du froid pour conserver le poisson frais. Ainsi, ils pouvaient l'apporter de l'océan Pacifique en moins de 2 jours. Le Capac Ñan comportait des escaliers de montagne et des ponts de cordes tressés inventés par eux, franchissant de grandes crevasses sur tout le trajet. Les chasquis transportaient tout, des informations aux petits objets de valeur à livrer, des ordres royaux, des renseignements militaires et même des quipus. Que sont les quipus? Les quipus sont sans doute l'une des plus importantes reliques Inca pour l'enregistrement des informations. Ils le faisaient avec ce long système de fil à franges dans lequel il y avait des fils codés par couleur et des nœuds. Chaque code couleur, chaque nœud, même leur position, indiquait quelque chose de crucial. On les utilisait pour tout. Ils étaient utilisés pour documenter les données du recensement, les registres fiscaux, les récoltes et les réserves alimentaires, le nombre de soldats, l'équipement, les réparations de ponts, tout. D'une certaine manière, ces petits fils noués et codés par couleur racontaient l'histoire la plus précise de l'Empire Inca. En observant l'Empire, on remarque que de vastes zones montagneuses étaient aménagées pour les communautés. Ils utilisaient des systèmes de drainage, fontaines et canaux sur les pentes pour les habitations et fermes en terrasse. Cependant, ils n'avaient pas de monnaie.
Il y avait plutôt un système de troc préliminaire qu'ils utilisaient entre les gens, mais l'Empire imposait aussi une taxe de travail appelée mita. C'était en quelque sorte une obligation de travail envers l'Empire, qui pouvait inclure aussi bien l'agriculture que le service militaire, la taille de pierre et la construction, et ainsi de suite. Le Capac Nyan a été construit grâce à cette taxe de travail. C'était en quelque sorte la monnaie de l'Empire Inca. Ils réglaient leur calendrier selon les solstices, les ombres des montagnes, les repères à l'horizon et les étoiles. Une chose qui les rendait très différents des sociétés orientales connues dans l'Ancien Monde, c'est que le plus grand animal de bât qu'ils possédaient était le lama et l'alpaga. Et si vous connaissez les lamas et les alpagas, ils ne peuvent pas vraiment porter de lourdes charges. Je pense qu'ils peuvent porter au maximum 70 à 75 livres, soit environ 30 à 32 kilos. Donc ils ne pouvaient pas compter sur un cheval ou un bœuf pour faire le gros du travail à leur place. Les lamas et alpagas, experts en alpinisme, grimpent aisément les terrains escarpés, ce qui convenait parfaitement à la région. Ils ont aussi inventé le système Tulu pour obtenir de l'eau, surtout dans les zones sèches et arides comme le désert d'Atacama. C'était en gros une forme de lyophilisation. Ils congelaient une pomme de terre, puis la faisaient sécher au soleil pour ensuite en extraire d'humidité, et ce processus pouvait être répété encore et encore pendant des années sur la même pomme de terre. Ils n'avaient aucun outil en fer. La plupart de leurs outils étaient en cuivre ou en bronze. Ou bien pour couper la pierre, ils utilisaient des scies au sable, une technique d'abrasion ingénieuse permettant des découpes complexes et précises. Ce qui a également contribué à leur découverte de la façon de construire des bâtiments en pierre résistants aux tremblements de terre. Ils ont découvert qu'en taillant la pierre en forme polygonale sans mortier, elle s'emboîtait parfaitement. Lors des tremblements de terre, les pierres se réajustaient et retombaient en place après avoir été secouées. Ce système ingénieux explique pourquoi beaucoup tiennent encore debout aujourd'hui. Et le plus fou, c'est que tout cela a été fait sans aucun moyen de transport à roues. Maintenant, cela ne veut pas dire que les Incas ne savaient pas ce que c'était qu'une roue. Ils savaient déjà ce que c'était. Il existe déjà des artefacts, comme des jouets d'enfants avec des roues. Ils avaient déjà, tu sais, des moulins à pierre roulants qui étaient comme ça. Ils connaissaient le cercle et savaient qu'il roulait. Ce n'était pas nouveau pour eux. Mais le truc, c'est que quand tu vis dans un terrain extrêmement escarpé et montagneux, la roue n'est pas vraiment un mécanisme avantageux dans ce genre d'environnement. Tu vois, réfléchis-y. Il est beaucoup plus facile et logique de faire de petits trajets avec moins de poids à travers une gorge escarpée que de tirer un énorme chariot. On risquerait que tout tombe et soit détruit. La géographie et l'absence d'animaux de trait n'ont jamais vraiment fait de la roue un élément central de leur vie quotidienne. Fait intéressant, ces parallèles et caractéristiques apparaissent aussi dans d'autres empires contemporains. En Amérique, comme les empires aztèques et mayas, ils ont également trouvé des moyens de bâtir des civilisations sans transport à roues. Ils n'avaient même pas d'alpaga ni de lama pour transporter de petites charges. Bien qu'il n'ait pas eu de quipu, ils utilisaient leurs propres glyphes gravés pour transmettre des mots, des concepts, des calculs et tenir des registres. Quoi qu'il en soit, les Incas ont su exploiter leur environnement pour créer l'une des civilisations de montagne les plus efficaces de l'histoire. Donc, avec tout cela en tête, parcourons tous les points extrêmes de l'Empire Inca, du nord au sud, ainsi que tous les sites les plus remarquables et significatifs, et dans quel pays se trouvent-ils. Et garde à l'esprit que dans tous ces pays, vous pouvez trouver la route Capac Nyan, elle s'étend jusqu'à tous ces endroits, vous pouvez la trouver. C'est presque comme un jeu d'observation, voyez si vous pouvez trouver le Capac Nyan. Elle est partout de toute façon, en commençant par la Colombie, la frontière nord. C'était le point le plus au nord jamais atteint par l'Empire Inca. C'était tout juste à l'extrémité sud du département de Nariño en Colombie. À partir de là, ils n'ont pas pu avancer davantage car on dit qu'ils n'ont pas réussi à soumettre le peuple pasto. C'était un groupe andin farouche de la région qui s'est défendu et n'a jamais pu être conquis, si bien que les Incas se sont arrêtés ici, dans l'actuel département de Nariño en Colombie. Le site le plus remarquable est probablement Rumichaca, l'ancien passage vers ce qui est aujourd'hui la Colombie, et c'est en gros la fin du Capac Nyan. Il y a aussi El Infernito, qui n'est pas un site Inca, mais un site d'une ancienne civilisation andine. C'est distinct, mais si vous voulez voir un ancien site andin, allez à El Infernito. Ensuite, nous avons l'Équateur. Donc après le Pérou, l'Équateur est probablement le deuxième endroit le plus important en ce qui concerne les sites importants de l'Empire Inca. En fait, pendant la guerre civile Inca, c'était essentiellement la faction de Quito contre la faction de Cusco. Donc l'Équateur occupe une place centrale et très importante dans l'histoire Inca. Parmi les sites remarquables figure Ingapirca, la plus grande ruine Inca d'Équateur. Il y a aussi Pumapungo, Tomebamba, la ville impériale officielle sous l'actuel Cuenca, et Chocasqui, qui est également un site d'une civilisation andine pré-Inca. Mais plus tard, il a été conquis par les Incas. Ensuite, nous allons au Pérou, qui est essentiellement le cœur de l'Empire Inca. Il y a évidemment le site le plus important, Machu Picchu, qui se trouve à Cusco, qui était la capitale. Mais en plus de Machu Picchu, il y a aussi des endroits comme Sacsayhuaman, Ollantaytambo,
Pisac, Choquequirao, Moraï, Tambo, Machay, Rakchi, Tipon et ainsi de suite. Oui, le Pérou compte le plus de sites, c'est le centre de l'Empire. Passons à la Bolivie. La Bolivie est compliquée parce que c'est la terre d'origine du peuple Aymara, le deuxième plus grand groupe ethno-linguistique de toutes les Andes. Même aujourd'hui, il y en a des millions, surtout en Bolivie. Et le peuple Aymara avait de très grands royaumes puissants, principalement autour du lac Titicaca, que les peuples Inca et Aymara considéraient comme sacrés. Ils croyaient que c'était comme le berceau du soleil et des ancêtres, donc les deux vénéraient vraiment ce lac si particulier. Et finalement, les Aymara ont été conquis et dominés par le peuple Inca. Mais cela dépend à qui vous demandez, enfin. Certains Aymara diront qu'ils ont été plutôt bien intégrés et accueillis par les Incas dans l'Empire, et puis d'autres Aymara diront « eh bien non ». Il restait du ressentiment, on était encore ennemis, etc. Je ne sais pas, c'est comme ça. Cela dépend de la personne à qui vous parlez. Parmi les sites les plus importants de Bolivie, on trouve Inca Yacta, le palais de Pilcosaina, Isconvia, qui est un autre site pré-Inca mais qui a ensuite été occupé, et Samaipata, ou El Fuerte, qui est comme un site cérémoniel et défensif. Ensuite, nous allons au Chili. Le Chili possède tous les extrêmes de l'Empire. Il a les sites archéologiques les plus élevés, il possède la région la plus sèche, l'Atacama, il possède le point le plus au sud de l'Empire, juste avant qu'il n'empiète sur le territoire Mapuche. Ils n'ont jamais pu conquérir le peuple Mapuche. Si vous connaissez le peuple Mapuche et faites des recherches, ils sont vraiment coriaces. Je veux les rencontrer. Si je vais au Chili, je me fiche de Santiago. Je me fiche de Valparaiso ou d'Antofagasta. Je me fiche de tout ça. Je veux aller à Temuco, qui est comme le cœur du peuple Mapuche. Et c'est le début de la Patagonie chilienne. Et si je rencontre ces gens et que je profite du paysage de la Patagonie chilienne, ce serait l'endroit parfait au Chili pour moi si jamais j'y retourne. Mon Dieu. Gouvernement chilien, si vous souhaitez sponsoriser un youtubeur en perte de popularité pour documenter cela, je sauterai sur l'occasion. Mon Dieu, Mapuche. Je m'éparpille vraiment. Je suis passionné par le territoire Mapuche au Chili. Revenons au sujet. Petite parenthèse, le Chili accueille aussi ses... comment ça s'appelle? Lulayaco. Mon Dieu. Les momies d'enfants du Lulayaco qui ont été découvertes à la frontière entre le Chili et l'Argentine sur un volcan à plus de 6700 mètres d'altitude. Parmi les principaux sites Inca au Chili, on trouve les sanctuaires du Cerro El Plomo, le Pucará de Quitor et le Tambo de Zapahuira. Et de manière générale, le Chili possède, je crois, le plus grand nombre de sanctuaires Inca en montagne. Donc il y a beaucoup de sanctuaires dans leurs montagnes. Et enfin, l'Argentine. Oui, les gens ne réalisent pas que même l'Argentine, la partie nord-ouest du pays, faisait partie du domaine de l'Empire Inca. Pour l'Empire, c'était la région la plus à l'est ou sud-est. Ils ont même franchi les Andes pour atteindre les plaines de l'actuelle Argentine. Incroyable, non? Parmi les sites les plus remarquables, on trouve El Chincal de Quimiville, souvent appelé le Machu Picchu de l'Argentine. Tastil et Pucará de Aconcagua. Voilà, enfermés dans les frontières de ce qui sont aujourd'hui 6 pays, se trouve le domaine latent d'un empire qui a innové le concept de civilisation en haute montagne. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Partout où vous allez, vous trouvez ces indices et ces signes discrets qui montrent le chemin parcouru. Et un jour bientôt, nos traces feront de même pour ceux qui viendront après nous. J'espère que vous avez appris quelque chose, sinon j'ai complètement échoué. De quoi voulez-vous que je parle dans mon prochain sujet? Je ne sais pas. J'aime recevoir des idées de votre part, écrivez-le dans les commentaires. Sinon, d'ici là, j'espère que vous allez bien, restez cool, restez à l'écoute.